Près de 6 000 milliards de francs CFA pour les zones fragiles de la région du Sahel. C'est l'Alliance Sahel qui l'annonce, un regroupement d'organisations et de pays donateurs du G5 Sahel. Ouagadougou, ville solaire. La dynamique est en marche. Plus de 47 km de routes sont éclairées en solaire dans la capitale burkinabé. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. La reprise du procès du push manqué de ce vendredi, quatrième jour d'interrogatoire pour le colonel-major Bourema Kéré. Les débats n'ont véritablement pas évolué. L'ancien chef d'état-major particulier de la présidence sous la transition campe sur sa position. Sur la signature du communiqué, principal élément à charge contre lui en ce qui concerne la complicité d'attentat à la sûreté de l'État. L'accusé dit qu'il a posé l'acte sous la pression. Le point avec Roméo Kuita. 4 jours d'audition, 4 jours de débats contradictoires et toujours un accusé qui campe sur ses positions. S'agissant de la signature du communiqué du CND, principal élément à charge contre le colonel-major Bourema Kéré en ce qui concerne la complicité d'attentats à la sûreté de l'État, ce dernier estime que la situation sécuritaire et la pression qu'il subissait étaient telles qu'il ne pouvait pas refuser de signer le communiqué. Il pense que dans d'autres circonstances, il ne l'aurait pas fait. Qu'à cela ne tienne, l'ancien chef d'état-major auprès de la présidence estime que sa signature n'a pas été un élément déterminant dans la consolidation du coup d'État. Argument que ne partage pas le parquet militaire qui pense que l'acte de signature seul suffit pour établir la culpabilité du colonel Bourema Kéré en ce qui concerne la complicité d'attentats à la sûreté de l'État. Outre ce chef d'accusation, le colonel-major Bourema Kéré est aussi accusé de meurtre sur 13 personnes et coups et blessures sur 42 personnes. Des faits qu'il ne reconnaît pas. Il pense au contraire qu'il a contribué à limiter les troubles, notamment en envoyant des hommes pour faire cesser le saccage du domicile du défunt président de l'Assemblée nationale le 18 septembre. Il faut souligner qu'à l'audience de ce 16 novembre, une liberté provisoire a été accordée à Abdul Karim Baguian dit Lota, une décision du tribunal qui a été prise pour permettre à l'accusé de mieux se soigner. La page triste de cette audience, c'est le décès de la mère de Maître Mathieu Sommet, un des avocats de la défense. Décès survenu dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 novembre. Les avocats iront soutenir leurs confrères pour l'inhumation qui aura lieu ce week-end à Dano. Exceptionnellement donc, il n'y aura pas de procès le lundi prochain. Mardi étant déclaré jour férié, l'audience reprendra le mercredi 21 novembre prochain. Le sommet de Nouakchott sur le financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel, c'est le 6 décembre prochain. En prélude à cette rencontre, l'émissaire de l'Alliance Sahel a été reçu hier en audience par le président du Faso. Les deux hommes ont évoqué les conditions de décaissement de 9 milliards d'euros, soit près de 6 000 milliards de francs CFA destinés aux zones fragiles de la région du Sahel. Kwame Vidapa. L'Alliance Sahel, c'est un regroupement de grandes organisations donatrices et des pays donateurs du G5 Sahel. Avec le chef de l'État, son représentant est venu parler de l'enveloppe de 9 milliards d'euros, soit plus de 5 000 milliards de francs CFA, que l'Alliance met à la disposition de la région pour le financement des projets et programmes de développement. D'un côté, les pays donateurs, les organisations donatrices, et de l'autre, le G5, pour essayer de faire des programmes qui soient à la fois mieux coordonnés, des programmes aussi qui soient plus régionaux, donc transversaux, qui concernent les différents côtés de la frontière, la région des 3 frontières, entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et de travailler plus rapidement, plus efficacement dans le décaissement des fonds pour qu'en accord avec les gouvernements partenaires, les ressources arrivent plus rapidement aux populations bénéficiaires. Au Burkina Faso, dans un contexte où environ 300 milliards de francs CFA d'investissement ont été annulés dans le budget rectificatif 2018, ces fonds pourront être vitaux pour le programme d'urgence pour le Sahel, le PUS. Particulièrement dans le cas du Burkina Faso, bien sûr, c'est de travailler sur la zone nord du Burkina, sur le financement du PUS, et c'est de travailler sur les zones frontalières qui peuvent être affectées par les conflits. Donc on est au stade d'échange, de discussion sur les projets et les programmes qu'on peut mettre en œuvre dans ces zones. Après le chef de l'État, Jean-Marc Châtaignier a été reçu par son ami Zéphirin Diabré. Entre l'ambassadeur envoyé spécial pour le Sahel et le chef des filles de l'opposition, il a été également question de développement, mais aussi de sécurité.
La fin du désordre dans la production des pagnes du 8 mars, journée internationale de la femme, à l'issue d'un concours de motifs. Le pagne officiel Faso d'Anfani et celui imprimé ont été retenus et dévoilés ce vendredi à la presse. Le nouveau logo aussi. Natacha Ouedraogo pour les détails. Voici à quoi ressemble le pagne officiel du 8 mars 2019. Un pagne conçu avec du fil fermé d'une Burkina. Il est l'œuvre du génie créateur de cette tisseuse, Natolia Nikema. À côté de ce pagne tissé, le ministère en charge de la femme dévoile le pagne imprimé. Et c'est la société Caratex qui a été retenue pour sa conception, sa fabrication et sa vente. Mon département a organisé une compétition nationale pour le choix du pagne tissé, lancé un appel d'offres de candidature pour la désignation d'une structure unique expérimentée pour la fabrication et la vente des pagnes imprimés. Cette démarche a été suscitée par le fait que nous avons constaté qu'il existe un important désordre dans la production des différents pagnes, notamment ceux imprimés. Dans la dynamique de corriger cet état de fait et d'offrir des produits qui répondent aux aspirations des populations, mon département a mis en place un processus en vue de sélectionner un motif unique national, aussi bien pour les pagnes tissées que pour les pagnes imprimées. Sur ces pagnes sera marqué le nouveau logo du ministère en charge de la femme. 2 mets sur lesquels sont arrêtés un homme et sa femme avec un enfant au dos et une personne handicapée à côté. Ils regardent tous un soleil brillant. Ce logo représente la mission du ministère. Vous avez la solidarité nationale représentée par les mains. Vous avez la dame qui représente quand même un point important dans notre société, la femme, avec son enfant au dos, parce que la femme aussi est signe de procréation et de maintien de la nature ou de l'espèce humaine. Nous avons l'homme derrière qui représente son conjoint, donc la famille. Nous sommes le ministère en charge de la famille. Nous avons la personne vivant avec un handicap devant parce qu'il faut vraiment mettre un accent sur les personnes, sur cette couche vulnérable et qui est très oubliée de notre population. Et enfin, le soleil qui est, comme on dit, l'avenir radieux du Burkina Faso et de ces cibles dont nous avons la charge de donner de l'avenir radieux et de l'espoir à cette couche. Toute personne physique ou morale qui serait tentée d'utiliser ce logo sans l'accord du ministère s'expose aux sanctions prévues par la loi. De même, toute reproduction illégale de ces pagnes sera passible de sanctions. Réflexion autour de la budgétisation sensible au genre. Quelle stratégie pour une application optimale au Burkina Faso? La session ordinaire de l'année 2018 du Conseil national pour la promotion du genre s'est tenue hier à Ouagadougou. Il est question de mettre fin à toutes les inégalités constatées. Madina Sino. En juillet 2009, le Burkina Faso a adopté la politique nationale genre dont l'objectif est de débarrasser le pays de toutes les formes d'inégalité. 9 ans après sa mise en œuvre, les membres du Conseil national pour la promotion du genre sont de nouveau réunis à Ouagadougou. C'est à l'occasion de la session ordinaire de l'année 2018 du dit Conseil. Il s'agit pour ses membres de faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la session de 2017 et de porter les réflexions de l'année en cours sur la budgétisation sensible au genre. À la session de 2017, il y a eu 2 recommandations majeures. Il s'agit du processus de relecture de la loi sur le quota genre et puis le suivi de l'intégration du genre dans l'élaboration des politiques sectorielles. Et j'avoue qu'on est vraiment très avancé. Je ne dirais pas qu'on a 100%, mais on tourne autour de 90% de taux d'exécution de ces recommandations. Pour la relecture de la loi sur le quota genre, nous travaillons d'arrache-pied avec les acteurs impliqués, qui sont le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le caucus genre de l'Assemblée nationale, les partis politiques et les organisations de la société civile. Dans un pays où plus de la moitié de la population est essentiellement féminine, la question de la prise en charge du genre demeure une priorité pour le développement du Burkina Faso, selon le Premier ministre Paul Kabatieba. Je puis vous affirmer que la question de la prise en compte du genre
dans le processus de développement du Burkina Faso est prioritaire. Elle est prioritaire dans la vision du président du Faso. Elle est également prioritaire dans la politique du gouvernement. Je citerai pour cela deux faits qui unissent cet engagement. En premier lieu, vous constaterez que la promotion du genre occupe une place centrale dans notre référentiel de développement, qu'est le Plan national de développement économique et social, le PNDES, et qui est la traduction du programme du président du Faso, je cite, « Bâtir avec le peuple un Burkina Faso de démocratie, de progrès économique et social, de liberté et de justice ». Fin de citation. La présente session de l'année 2018 du Conseil national pour la promotion du genre se tient sous le thème « La budgétisation sensible au genre », quelle stratégie pour une application efficace et optimale au Burkina Faso. La journée mondiale de l'alimentation célébrée en différé ce vendredi au Burkina Faso. À Pabré, on a parlé d'agir pour l'avenir. La faim zéro est possible en 2030. C'est une conviction des acteurs de la lutte contre l'insécurité alimentaire qui ont renouvelé leur engagement. Madina Sino. Plus de 800 millions de personnes dans le monde souffraient de faim en 2017, selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et la plupart de ces personnes sont des agriculteurs vivant en milieu rural en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. C'est tout naturellement que le Burkina Faso, pays subsaharien, ne compte pas passer sous silence la journée mondiale de l'alimentation. Célébrée en différé ce 16 novembre à Pabré, cette journée est l'occasion pour les acteurs clés de la lutte contre l'insécurité alimentaire d'échanger et d'harmoniser leurs points de vue pour l'élimination de la faim au Burkina Faso. Pour le cas du Burkina Faso, l'insécurité alimentaire reste un phénomène récurrent touchant environ 19% des ménages, en dépit de nombreux efforts consentis dans de nombreux domaines, politiques, institutionnels, financiers, partenarial, opérationnel, ciblage, etc. Le défi de l'élimination de la faim au Burkina Faso reste toujours d'actualité. La cérémonie de ce matin vise particulièrement à améliorer la compréhension des problèmes relatifs à la sécurité alimentaire et à accroître la sensibilisation à l'égard des décideurs politiques, du secteur privé et des producteurs sur le renforcement et la mise en œuvre des actions permettant d'atteindre la faim zéro d'ici 2030. Et pour l'atteinte de l'objectif zéro faim d'ici à l'horizon 2030, le Burkina Faso peut toujours compter sur le soutien de la FAO. Donc ce que nous faisons, c'est appuyer les gouvernements par des stratégies, par des politiques et en même temps aller sur le terrain, faire des activités conjointes avec la société civile et les gouvernements. Donc ce que nous faisons, il y a un ensemble d'activités qui ne sont pas nouvelles. La FAO est au Burkina Faso depuis plus de 40 ans. Ce que nous faisons, c'est un peu dans la continuité de ce que nous faisons depuis déjà quelques années, encore une fois en partenariat avec le gouvernement et les besoins qui existent sur le terrain. La journée mondiale de l'alimentation est célébrée chaque 16 octobre. La 38e édition est placée sous le thème « Agir dans l'avenir, la faim zéro est possible en 2030 ». 484 motos pour renforcer l'opérationnalité de ces agents. C'est le ministère en charge de l'agriculture. Des engins destinés aux 13 directions régionales. Le besoin était pressant. Natacha Ouedraogo. Des motos à perte de vue. 454 nouveaux engins à 2 roues mis à la disposition des agents des 13 directions régionales du ministère en charge de l'agriculture. Une acquisition qui vise à renforcer les capacités opérationnelles du personnel agricole pour plus d'efficacité dans ses interventions sur le terrain. Pour aller sur le terrain, il faut des moyens de déplacement. Et vous savez bien que dans notre pays, nous avons plus de 800 villages et il faut couvrir tous ces villages-là. Et chacun d'entre eux a au moins de 5 à 8 villages à couvrir dans les provinces. Et comment le faire si on n'a pas suffisamment de moyens de déplacement pour faire ce travail-là? C'est pour cela que le ministère de l'Agriculture, depuis 2016, est sensible à ce problème qui se pose souvent avec acuité. Et vous avez même suivi que notre syndicat, le SINATRAG,
a voulu parler de cette question, mais de la mauvaise manière. Nous sommes conscients et nous nous sommes engagés justement à faire en sorte que ce moyen, cet outil de travail puisse être là au moment où on a besoin de gens pour accompagner les producteurs et productrices de ce pays. 304 de ces engins sont acquis sur le budget de l'État et 150 sur le budget du projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina. C'est donc tout naturellement que cette région se taille la grosse part avec 152 motocyclettes. Ces motos étaient très attendues. En réalité, on avait même espéré que l'année passée, on les aurait eues, mais en raison d'un certain nombre de contraintes, on n'a pas pu les acquérir l'année passée. Donc je me réjouis que cette année, on puisse disposer de ces motos. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les autorités du ministère et l'ensemble des acteurs qui ont travaillé donc, à ce qu'on puisse disposer de ces motos. Le besoin se faisait aussi ressentir dans la boucle du Mouhoun, grenier du Burkina Faso, qui repart avec 52 engins. C'est donc un ouf de soulagement pour les bénéficiaires de cette région. Et ce que nous venons de voir ce matin, en tout cas, va contribuer tant soit peu à combler ce déficit de motos pour chaque région. Donc pour nous, c'est vraiment un soulagement et je pense que c'est pour les 52 agents qui vont en bénéficier. En tout cas, ils sauront utiliser ça à bon escient. Ces acquisitions s'élèvent à un coût global de 453 millions de francs CFA. Cet acte n'est pas une première au sein du ministère. En avril dernier, Jacob Ouedraogo mettait au profit des structures déconcentrées 11 véhicules tout-terrain et 232 motocyclettes d'une valeur de près de 612 millions de francs CFA. 454 motos donc qui viennent renforcer l'opérationnalité des agents du ministère en charge de l'agriculture. Au département de l'eau et de l'assainissement, les agents se sont plutôt dotés d'une mutuelle. Objectif principal, mieux organiser les actions sociales au sein du ministère. Kwame Vidapa. Même dans des structures à des niveaux très modestes, la charge de la fonction revêt toujours un caractère grave. C'est ce qu'on peut lire sur le visage du tout premier président de la mutuelle du personnel du ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. La solennité de son discours n'en est que l'illustration. Nous avons accepté cette mission, mais nous comptons sur vous. Si vous n'êtes pas avec nous, eh bien, la mission n'arrivera pas à terme. Le soutien, il le demande à ceux qui viennent de le porter à la tête de la MUPA. Ils sont venus de plusieurs provinces, ces agents du ministère de l'eau et de l'assainissement, pour élire le bureau exécutif de leur mutuelle. Et on va accompagner ce bureau afin que la mutuelle puisse vraiment perdurer pour le bonheur de tous les agents du ministère de l'eau et de l'assainissement. C'est pour qu'une mutuelle vive, il faut que les réunions soient vraiment animées. Et les différentes cotisations également, il faut qu'on s'acquitte de nos cotisations. L'apport financier des membres, oui, mais pour le président de la mutuelle, il faut être plus ambitieux. C'est vrai, la mutuelle est une structure qui va fonctionner essentiellement des cotisations de ses membres, mais il faudra aussi aller au-delà, penser à mettre en place des activités qui permettront à la structure d'être autonome à la longue. Le bureau exécutif de la MUPA est composé de 8 membres. Sa mission principale sera d'encadrer et de guider les actions sociales au sein des agents du ministère de l'eau et de l'assainissement. Tout doucement, Ouagadougou effectue sa mutation vers l'énergie solaire en matière d'éclairage public. Plus de 47 km de routes éclairées en solaire de nos jours. Ce sont au total 1836 lampadaires qui ont été installés par la commune de Ouagadougou avec l'appui de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Une dynamique qui va se poursuivre selon le maire Armand Bewende. Luc Pabelgem. Il est 18 h à la mairie centrale de Ouagadougou. Les lampadaires s'allument un à un. Comme ces lampes, 1866 autres illuminent les rues de Ouagadougou. La commune de Ouagadougou est en pleine mutation énergétique. Elle veut passer de l'éclairage actuel à l'éclairage public solaire. Pour commencer, des espaces publics et 43,584 km de rues sont éclairés par des lampadaires solaires. Nous avons mis en route dans les jardins de la commune en échantillon un éclairage solaire qui est le top départ de la prise en compte de cette énergie renouvelable
dans toutes les infrastructures de la commune de Ouagadougou. Notre ambition est de faire passer tous les bâtiments de la commune de Ouaga avec l'éclairage solaire. En tout cas, il y a plusieurs kilomètres de routes qui sont déjà éclairées. Et les nouvelles voies que nous sommes en train de faire, nous tendons vers cela également, en mettant de l'éclairage solaire. Bientôt, nous allons lancer les travaux de réhabilitation de la gare routière de Ouaga Inter. Il faut savoir que le toit de cette gare routière sera totalement un toit solaire. Sur ces réalisations, la commune de Ouagadougou a contribué pour 3,770 km, soit 326 lampadaires, contre 40 km pour le projet UEMOA et le ministère de l'Énergie, soit 1483 lampadaires solaires. Les actes de vandalisme sur ces installations solaires devraient être un mauvais souvenir pour la commune au vu de la technologie actuelle utilisée. L'ancienne génération de lampes solaires dont étaient dotées les artères de la ville avaient des batteries extérieures. Donc vous savez que ces batteries-là sont des batteries qui coûtent cher. Ce sont des accumulateurs qui accumulent l'énergie quand le soleil luit et qui le restituent le soir. Et ce sont ces batteries qui étaient vandalisées. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, vous le constatez, vous voyez sur ces mâts, il n'y a pas de batterie apparente. Donc les batteries, je ne dirais pas où ils sont, mais en tout cas, ils sont quelque part. Donc ils sont moins attrayants pour ce vandalisme. Et nous pensons que cette nouvelle génération de poteaux solaires est le mieux adapté pour nos villes. La rue passant devant le palais de la culture et de la jeunesse Jean-Pierre Guingané est maintenant mieux éclairée qu'avant. Ces types d'installations sont de plus en plus visibles dans les quartiers périphériques. Ouagadougou devrait avoir l'allure d'une capitale futuriste et fonctionnant plus grâce aux énergies renouvelables, abandonnant progressivement l'énergie fossile plus coûteuse. Ce bilan macabre au Zimbabwe, un incendie de bus qui a fait au moins 42 morts, c'était la nuit dernière. Au moins 42 passagers d'un bus sont morts dans la nuit de jeudi à vendredi dans le sud du Zimbabwe. Une bonbonne de gaz appartenant à un des passagers serait la cause probable du brasier, selon un tweet du quotidien gouvernemental The Herald. Des dizaines de personnes sont mortes et d'autres ont été brûlées. La télévision nationale ZBC a publié ces photos montrant la carcasse du véhicule sur la route qui relie la frontière sud-africaine à Bulawayo, la deuxième ville du pays. La semaine dernière, 47 personnes sont mortes dans une collision entre deux bus sur une route près de la capitale Harare. La menace des faux médicaments, malgré la sensibilisation et la répression, ils prennent de l'ampleur dans les capitales africaines. En Côte d'Ivoire, par exemple, un médicament sur 3 est illicite, soit 30% de part de marché. Un pharmacien mobile qui transporte dans sa mallette les médicaments de la mort. Comme ce jeune homme, ils sont nombreux à intégrer le marché des faux médicaments qui font des ravages en Afrique. Leur clientèle est essentiellement composée de personnes dépourvues de moyens, comme Mamadou Dieng, habitant de Ouagadougou, au Burkina Faso. Je suis allé à l'hôpital, j'avais mal au ventre, on m'a fait une ordonnance, je suis allé à la pharmacie. Donc la pharmacie, j'ai trouvé que l'ordonnance, l'argent qu'ils m'avaient dit, c'est trop cher. Donc je suis obligé d'aller avec ceux qui vendent les médicaments de la rue. Des médicaments beaucoup moins chers et qui empruntent les chemins lugubres d'une mafia qui fait chaque année plusieurs milliers de morts en Afrique. Et quand on vend, ça vient partout. Il y a produits chez nous ici au Burkina, ici, il y a Nigeria, il y a Lagos, il y a Ghana, bon, il y a partout. Voilà. Parmi les pays les plus touchés, la Côte d'Ivoire, où près de 400 tonnes de faux médicaments ont été saisis ces 2 dernières années. Il faut dire que, apparu en 1980, le fléau des médicaments de la rue a pris beaucoup d'ampleur dans notre pays. Un médicament sur 3 se trouve dans le secteur illicite. Donc on a 30% de la part du marché qui appartient aux médicaments de la rue. À l'instar de la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest est devenue aujourd'hui une plaque tournante du commerce des faux médicaments. Des produits généralement fabriqués en Chine, en Inde, au Paraguay, au Pakistan et même au Royaume-Uni.
Le trafic est alimenté par des réseaux mafieux bien structurés qui impliquent souvent de hautes personnalités dans les pays concernés. C'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur notre chaîne. Restez avec nous, 20h15, le JT en langue nationale Morée avec Eric Soudry. Et puis à 21h, retrouvez l'équipe de sport donc pour Sport Time. Bonsoir.